Alors, en fait, oui, notation différentielle, interlude. Voilà. En général, c'est juste au milieu, voilà. Donc, notation différentielle en physique. Donc, en fait, ce truc-là, c'est quelque chose qui est rarement enseigné. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en physique. Et au bout d'un certain temps, on escompte que vous, en tant qu'élève, finissez par comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Voilà, je fais pareil. Mais il est clair que ça vaut probablement. Alors, bien entendu, on ne va pas rentrer dans les subtilités mathématiques de ça, c'est extrêmement compliqué pour le coup. Hein, c'est du bac plus 3 en maths. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le caractère outil du truc et surtout ce qu'on raconte. Donc, ce truc-là, en fait, c'est la base du calcul différentiel, globalement. C'était inventé par Newton. À l'époque de Newton, c'est pas formalisé comme ça. Aujourd'hui, on a un formalisme un peu plus puissant. Mais l'idée, c'est de comprendre un peu ce qu'on utilise, etc., etc. Et en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. En fait, que vous avez déjà utilisé à de nombreuses reprises en physique. C'est ce qu'on fait que ça. Un peu de choses. D'accord. Alors, donc ces interludes sont pas forcément aussi structurés. L'idée, c'est d'avoir un petit paquet, d'accord, et qu'ils soient quelque part. Je veux donc que vous ayez toujours ce cahier avec vous. C'est le cas de tout le monde. C'est bon, vous l'avez. Et donc, ceci fait partie de votre cours. Vous êtes censé, à un moment donné, le lire, l'apprendre, le comprendre, etc., etc. Alors, on est parti. J'ai commencé par un certain nombre de définitions, comme d'habitude, vous me direz, d'accord. Mais histoire qu'on comprenne un peu les choses, qu'on mette un peu des trucs. Alors, en fait, on considérons, on va commencer comme ça, une grandeur. Et cette grandeur, je vais l'appeler x pour l'instant. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, des grandeurs x, il y en a beaucoup en physique, comme vous les connaissez. Et je vais en prendre deux pour vous donner l'exemple. Imaginons par exemple que je prenne la température. D'accord. Vous connaissez la température, vous avez déjà croisé ce genre de choses par exemple. Ou la densité, ou la masse volumique, enfin des trucs comme ça. Imaginez que je prenne la température et donc je prends une boîte qui a une température T1 donnée. D'accord. Puis je prends une autre boîte, je la colle à côté, et cette boîte a une autre température T2. On est d'accord. Est-ce que je peux dire que la température totale, c'est la somme des deux températures? Est-ce que ça a un sens, ce truc-là? Vous voyez que ça n'a aucun sens. On n'additionne pas les températures comme ça marche pas du tout. Enfin, vous savez très bien que si vous avez un frigo à 4 degrés, un four à 200, ça ne fait pas que la température totale des deux, c'est 204. D'accord. On peut faire éventuellement la température moyenne, mais déjà, rien que là, on sent que c'est un peu merdique, donc c'est pas terrible. D'accord. Et donc, en gros, il existe plein de grandeurs sur lesquelles on ne peut pas faire ça. On ne peut pas les couper en petits morceaux qu'on peut additionner pour faire ça. Par contre, il y a des grandeurs où on peut faire ça. Par exemple, il y a le volume. C'est que le volume, vous prenez un volume, vous pouvez le couper en petits morceaux, ou si je reprends le même exemple, prenez une boîte qui a un volume V1, une autre boîte qui a un volume V2, vous les mettez côte à côte, et vous pouvez largement dire que le volume total de ça, c'est V1 plus V2. On est d'accord là-dessus? Donc, ces grandeurs-là, qu'on peut exprimer comme la somme de petites sous-grandeurs, d'accord, s'appellent les grandeurs additives. C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est le premier truc qui m'intéresse ici. X édite additive si on peut exprimer un x total somme des x des sous-parties. Voilà. Somme des x de sous-parties, il faut une contrainte quand même, il faut que ces sous-parties soient, bien entendu, disjointes. D'accord. Si vous avez les volumes qui s'interpénètrent, vous savez que la somme des deux, ça ne fonctionne pas, d'accord, dans cette histoire. Donc plutôt qu'une somme, c'est un genre d'union, d'accord, une somme de cardinal, mais c'est ça l'ambiance. On est d'accord sur la notion de grandeur additive? D'accord. C'est pas extrêmement compliqué. Alors, il y a des exemples, je vais vous en donner quelques-uns. Donc, vous avez le volume, qui est un des grands exemples les plus classiques. Il y a aussi, par exemple, la longueur. Vous savez qu'une longueur, vous pouvez la couper en morceaux de longueur, et puis vous dites que la longueur totale, c'est la somme des longueurs. On est d'accord avec ça? Il y en a une que j'aime beaucoup et qui est peut-être pas immédiate dans votre cerveau, c'est la durée. D'accord. Qu'une durée, entre deux événements, vous pouvez la découper en sous-durée. D'accord. Vous pouvez dire par exemple que, je sais pas, votre journée, elle a duré 5 heures de cours, enfin 6 heures de cours, et il y a eu 3 heures de maths, 2 heures de physique et 1 heure d'anglais. Vous avez fait la somme des durées pour avoir la durée totale. C'est une grandeur additive.
On est d'accord là-dessus? Ça, c'est relativement simple. D'accord? Ça, c'est vraiment la base de tout ce que je vais raconter à partir de maintenant. On va essayer de comprendre comment ça marche. Donc, en fait, une fois qu'on a compris ça, donc la conséquence de ça, c'est qu'en fait, on peut donc couper n'importe quelle de ces grandeurs en grandeur de sous-système. D'accord? Voilà. Donc, conséquence, on peut toujours découper ces grandeurs en somme de grandeurs de système. Donc ça, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on peut faire l'opération inverse. D'accord? Je reviens dans l'autre sens. Et finalement, moi j'aime bien représenter ça comme ça, c'est-à-dire que vous avez des petits cubes, d'accord, hein, voilà, qui se promènent, et puis vous avez des petits cubes comme ça, voilà. Et puis vous faites la somme de ces trucs-là, voilà. Ok? On est d'accord là-dessus? C'est bon là-dessus? Vraiment, c'est une histoire de petits cubes. Pour l'instant, rien de très compliqué. Je t'écoute. La pression n'est pas une valeur additive. Justement, typiquement, la pression dans cette pièce, elle est... Alors, si vous voulez ça, c'est une grandeur additive. L'un des cas les plus simples, c'est vous prenez deux systèmes complètement identiques. La pression dans cette pièce, c'est 1 bar. La pression dans le couloir, c'est 1 bar. La pression totale dans les deux, c'est pas 2 bars. On est d'accord? C'est vraiment ultra simple pour le coup. D'accord? Si tu coupes cette pièce en deux, tu n'auras pas un demi-bar d'un côté et un demi-bar de l'autre. C'est ça, c'est vraiment... Non, mais c'est... Faites-le comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on sait si une grandeur est additive ou pas. Oui. La masse, c'est tout à fait additif, effectivement. La masse est additive, la charge électrique, c'est... Alors, parmi les grandeurs physiques, un peu plus compliquées que celle-là, moi je vais me limiter à celle-là pour l'instant, mais l'énergie, c'est additif, enfin l'énergie cinétique plus exactement, l'énergie potentielle, c'est compliqué. La masse, c'est additif, la charge, c'est additif, etc., etc. D'accord? La masse, c'est additif, vous l'utilisez depuis la sixième, quand vous faites un calcul de masse molaire, par exemple. D'accord? Vous dites que la masse, par exemple, du CO2, c'est la masse d'un atome de carbone plus 2 fois la masse des atomes d'oxygène. Vous faites simplement la somme des masses des sous-systèmes correspondants. C'est vraiment... On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là où on va commencer à faire quelque chose, c'est que ces cubes-là, ces subdivisions, je peux mathématiquement les rendre aussi petites que je veux, sans pour autant qu'elles soient nulles. Est-ce que vous suivez cet acte de pensée? Autrement dit, en fait, l'idée est simple, je prends mon système, il y a une façon très simple de le faire, c'est avec une suite géométrique, je prends le système, je le coupe en deux, puis chaque sous-système, je le coupe en deux, puis chaque sous-système, je le recoupe en deux. Vous voyez que là, la taille de mon système, au bout de n itérations, c'est 1 sur 2 puissance n, d'accord? Ce truc-là va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini, sans jamais être nul, on est d'accord là-dessus, d'accord? Et donc, en gros, je peux rendre ces subdivisions extrêmement petites, d'accord? Et, à l'arrivée, le x total, ça sera toujours la somme de ce truc-là. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je vais avoir un nombre de parties qui va tendre vers l'infini, et une grandeur dont la valeur va tendre vers 0. D'accord? Et donc je vais avoir la somme d'une infinité de sous-parties. Enfin, la somme d'une valeur infiniment petite, mais sur une infinité de sous-parties. On comprend cette histoire? Voilà l'idée. Donc ça, c'est le truc conceptuel. Est-ce que M. Lévy a déjà dégainé un epsilon ou pas encore? Quel que soit epsilon positif, il n'a pas encore dégainé ça. Le jour où M. Lévy dégaine ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Il prend une grandeur strictement positive qu'il peut rendre aussi petit qu'il veut. D'accord? Ça, c'est Newton Carnot. Ça, c'est le premier théorème des Principia Mathematica de Newton. D'accord? C'est pas formulé exactement comme ça, mais c'est ça l'esprit. D'accord? Donc, le principe est simple. On peut réduire les sous-parties à une... Alors, je mets le mot taille, mais c'est pas le... à une taille aussi petite que l'on veut. D'accord? L'objet obtenu, lorsque vous passez à la limite, ça s'appelle la quantité infinitésimale de x. D'accord? L'objet final obtenu s'appelle quantité infinitésimale de petit x. Et vous avez déjà utilisé ça. Vous allez le voir dans 10 secondes.
noter dx. dx, ça veut dire quantité infinitésimale de x. D'accord? Alors, je vais vous donner des exemples avec le vocabulaire qui va avec. Par exemple, dl, c'est une longueur infinitésimale. D'accord? Donc c'est une longueur infiniment petite, mais pas nulle. On est clair là-dessus? Ça, c'est une longueur infinitésimale. dt, ça sera quoi à votre avis? Une durée infinie. Alors, on dit souvent temps infinitésimal, effectivement, mais le temps ne peut pas se découper. Le temps, ce n'est pas une mesure, d'accord? Ce qu'on mesure, c'est une durée en général. Là, je vais être proche, je vais dire durée infinitésimale. C'est vrai qu'en général, on a tendance à dire temps infinitésimal. Durée infinitésimale. D'accord? On peut faire, par exemple, dq, qui serait une charge infinitésimale. D'accord? Etc., etc. Alors, petite remarque mathématique pour les plus mathématiciens et mathématiciennes devant vous. En fait, l'idée est la chose suivante. Oui, je t'écoute. Est-ce que ce dx-là, il a la même valeur, enfin la même utilité que dans les dérivés? C'est exactement le même. C'est littéralement le même. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que vous l'avez déjà vu. C'est la notation des physiciens, c'est ça. On va faire la dérivée demain en cours du mardi pour la moitié d'entre vous et la semaine prochaine. Donc, je réutiliserai ça abondamment quand je parlerai de la dérivée. Mais c'est littéralement la même chose. D'accord? La remarque que je vais donner là, si vous vous souvenez de la définition que vous avez de la dérivée quand vous étiez en première, en maths, son temps, elle va sortir tout de suite. Alors, ma remarque est la suivante. Si je prends une grandeur additive, en fait, il y a une autre façon de voir cette grandeur, c'est dire je pars de zéro, de rien, et je rajoute des petits delta x au fur et à mesure, d'accord, pour atteindre mon x total. On est d'accord là-dessus? Ok? Donc, remarque, si x est additif, on peut la construire par addition de petit delta x. Et vous voyez que là, c'est une donc delta, ça veut dire quoi? Delta, ça a un sens en physique, ça c'est extrêmement important, ça se lit toujours de la même façon. Ouais. Oui, alors on dit pas on dit pas une différence de truc, on dit une variation, d'accord? Ça c'est la variation, d'accord? Ces variations peuvent être différentes à chaque itération, mais grosso modo, si vous allez de 0 à une valeur x1, en fait delta x ça vaut bien x1 moins 0. Puis ensuite, quand vous avez passé de x1 à x2, bah, delta x ça vaut x2 moins x1. Et donc vous additionnez comme ça. Là, c'est une somme télescopique pour le coup. On est d'accord? Que x final moins x initial, c'est en fait la somme des variations en somme télescopique. D'accord? Alors, c'est une notation très compacte, d'accord? En fait, et ce qui est important de comprendre, c'est que dx peut être vu comme la limite quand la taille de vos ajouts devient très faible de delta x. D'accord? Dx est alors la limite quand on tend vers l'infiniment petit de delta x. Petite remarque, vous voyez que c'est un peu... Quand vous faites des limites, en général, en maths, vous dites la limite quand quelque chose tend vers 0. On est d'accord? Là, j'ai pas de quelque chose. J'ai pas de variable, en fait. D'accord? Donc, il faudrait imaginer une espèce de processus qui serait extrêmement lent, une espèce de variable cachée. La différenciation, ça ressemble beaucoup à de la dérivée avec une variable cachée. Vous vous souvenez de la définition de la dérivée d'une fonction? Ouais. C'est la limite du taux d'accroissement, effectivement. Donc, en fait, ça, on le reverra demain. Mais la dérivée d'une fonction, c'est la limite de la variation de la fonction divisé par la variation, enfin disons, c'est plutôt le contraire, je vais le faire dans l'autre sens parce qu'en français c'est mieux, c'est la limite d'un rapport avec au dénominateur la variation de la variable divisé par la variation de la fonction qui résulte de la variation de cette variable. D'accord? Donc c'est un delta f sur delta x, et quand vous faites tendre ça vers une valeur infiniment petite de la variation de x, ça vous donne un df sur dx, qui est la notation de la dérivation en physique. On le reverra demain. D'accord? Mais dans le principe, c'est ça. On est au clair là-dessus, sur ces trucs-là? Alors, ce que vous allez admettre pour l'instant, on le reverra demain,
c'est que les différentiels se manipulent grosso modo comme des nombres normaux. À une seule différence près, vous ne pouvez pas... Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, il y a un certain nombre de propriétés sur les différentiels qui sont extrêmement pratiques. D'accord? On y va. On a les propriétés suivantes. La première propriété, qui est celle qu'on utilise très régulièrement, on va demander un tout petit peu de temps. X total, d'accord? C'est-à-dire là, voilà. Alors, je vais le faire comment? Non, voilà. Je veux dire que la variation de X entre une situation A et une situation B, d'accord? Alors, je vais prendre le même... Voilà. C'est IAF, d'accord? Alors, j'utilise directement la notation de thermodynamique, ça sera fait comme ça. Ça veut dire initial. Et ça veut dire final. D'accord? Vous prenez X, d'accord? Et vous regardez comment ça a varié. Si vous faites ça brique par brique, vous savez que ça correspondra à la somme de toutes les briques que vous avez rajoutées entre l'état initial et l'état final. Vous êtes d'accord? Je sais pas, imaginez par exemple, vous partez d'une masse, par exemple, de 5 kg, et vous rajoutez 1 gramme à chaque fois. À l'arrivée, vous avez 10 kg. Vous savez en fait que la variation de la masse, c'est la somme de toutes les masses que vous avez rajoutées. C'est bon là-dessus? Tout le monde me suit là? Mais comment on fait pour rajouter des grandeurs qui sont infiniment petites? Vous voyez que si, au lieu de faire 1 gramme, je fais 1 microgramme, puis que je fais tant de ça vers plus l'infini, j'ai un problème. Enfin, et pour garder la même variation, donc il va falloir que je fasse quelque chose de plus compliqué. Je t'écoute. Il faut en mettre une infinité, effectivement. Mais vous voyez que quand on fait une somme infinie, ce qu'on va appeler une série, d'accord? Je ne sais pas si vous avez dû voir ça avec monsieur. Non, vous n'avez pas vu encore les sommes infinies que j'ai vues. En fait, alors ces trucs-là peuvent converger, mais quand même, dans une somme, les trucs ont une vraie valeur, je veux dire, d'accord? Donc on sent que les sommes, il va y avoir une limitation structurelle. Les premiers termes ne sont jamais infiniment petits. D'accord? Si vous faites la somme des 1 sur k carré, par exemple, ce truc-là, ça converge, même si vous mettez une infinité de termes. Bien sûr, à la fin, les termes sont tout petits, mais au début, les termes, ils ne sont pas infiniment petits. 1 sur k carré, quand k moins 1, ça vaut 1. Je veux dire, c'est quand même, comme infiniment petit, on fait vachement mieux. D'accord? Et bien en fait, il existe un truc que vous connaissez déjà, et qui est en fait une généralisation de la somme. En fait, vous avez vu ça, quand on vous a introduit ce phénomène-là. Quand vous avez... Bon, je vais vous mettre la formule, j'ai arrêté de tourner autour du pot. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de dx. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça vous donne, si vous faites le calcul brutalement, je le fais en dessous, hein, si vous faites ça, c'est je primitif quoi, en fait, quand je fais ce calcul-là? Je primitif 1, d'accord? La primitive de ça, c'est donc x, d'accord? Donc on est d'accord que ça, c'est bien x entre i et f, on est d'accord? Et ça, vous savez ce que c'est? C'est bien la variation de x entre i, d'accord? C'est xf moins xi, ça, d'accord? Donc en fait, je vous ai rien appris là, d'une certaine façon. Je suis juste rentré par un autre biais pour vous dire, mais en fait, une intégrale, c'est une somme. Oui. Non. La bande supérieure, c'est xf. C'est la valeur de x en f. D'accord? Ça, si tu veux l'écrire comme ça, I à F, c'est sur le processus qui nous amène de I jusqu'à F. Pour l'instant, cette distinction, je la mets un peu sous le tapis. D'accord? Gros tapis quand même. Gros tapis. Hein. Un tapis bien flexible avec un gros trou en dessous. Voilà, avec les voisins et tout. Enfin voilà. Mais dans le principe, ça revient à ça. D'accord? D'où le fait que j'écrive ça. Mais vous voyez que cette astuce de calcul-là, et en fait, ce truc-là, vous l'avez déjà utilisé. Parce que si vous avez eu des profs de maths qui ont fait un peu leur boulot, non, mais en général, c'est le cas, hein, je critique pas mes collègues de maths. Quand on vous a introduit l'intégrale, on vous a dit, en fait, l'intégrale, on va faire des petits rectangles, d'accord? Puis on va additionner tout ça. Mais vous voyez bien que vous n'avez pas une courbe avec des trucs qui ont des plateaux, quand même. D'accord? Et à un moment donné, votre prof de maths a dû faire un tour de passe-passe en disant, en fait, on voit bien que
Si le truc là, petit, et ben hop, que je t'embrouille, hein, et hop, ça c'est l'intégrale discretos. On est d'accord que votre prof de maths a fait ça à un moment donné ou à un autre, il a dû faire ça avec plus d'assurance et un tapis encore plus vaste que le mien, d'accord? Voilà. Après, il a fait un autre gros truc sous le tapis, il a fait donc voilà, ouais, on fait une somme sur un segment de tout ça, c'est bien, et ensuite on peut faire la somme, mais dans l'autre sens, et on met un moins là. Gros tapis, gros tapis là, quand même, discrètement. On a bien escroqué là, là. Allez, hop là. Là, c'est plus compréhensible, parce qu'on comprend pourquoi. Si je vais de I à F, j'ai delta X, et donc si je vais de F à I, c'est-à-dire si je fais le processus inverse, eh ben, je me prends un moins dans la tête. Parce que, bah, au lieu de rajouter des petites masses, je les ai littéralement enlevées. On est d'accord? Plus facile. C'est bien la physique, ça aide à comprendre les choses, parce que c'est nous qui avons inventé ça quand même au départ. Hein, juste pour information. C'est un peu à nous quand même. Après, on maltraite ce truc et on ne le respecte pas, mais voilà, on fait ça bien. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est le premier truc le plus important, quand vous avez un truc infiniment petit. De la même façon, quand vous avez des petits morceaux, vous allez faire une somme de tous les petits morceaux. Quand vous allez passer un truc infiniment petit, vous allez faire une somme d'une infinité de termes qui eux-mêmes sont infiniment petits. C'est une forme indéterminée, mais qui vous donne un truc fini, par propriété de l'intégrale en général. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est le premier théorème et c'est le plus important. On l'utilisera peu au début, mais voilà. Le deuxième truc qui est important, c'est que le rapport de deux différentiels, par exemple dx sur dt, vous voyez que c'est un rapport ça. D'accord, j'ai pris dx, je divisé par dt. D'accord? Donc deuxième théorème, je vais faire un truc plus général. Si df est la variation de f arrivant simultanément que la variation dx de x, alors, eh bien, df sur dx, c'est la dérivée de f par rapport à x. Petite remarque, je vais faire un truc très pénible, et ça c'est pour vous rappeler, on le reverra demain. Et ça c'est par définition. C'est par définition. C'est la limite du taux d'accroissement. On est d'accord que, voilà. Est-ce que vous avez vu le glissement sémantique? Ici, j'ai parlé de quantité infinitésimale. Vous voyez notre truc là que je fais tout à l'heure, là, le petit glissement discretos. Ici, je parle de quantité infinitésimale. Et très discrètement, en 3 tableaux, j'ai parlé de variation infinitésimale. C'est pas exactement la même chose. D'accord? Ces deux trucs-là fonctionnent que grâce à la remarque que j'ai faite ici. En fait, une variation infinitésimale, c'est juste le rajout d'une quantité infinitésimale à une grandeur. D'accord? En gros, vous prenez une grandeur, vous rajoutez une quantité infinitésimale, et ça vous fait une variation infinitésimale de la grandeur. Ça marche très bien. Tout le monde comprend ce... D'accord? Si j'ai 10 kg que je rajoute 1 kg, on peut dire que j'ai rajouté une quantité 1 kg, mais on peut dire aussi que la variation de ma masse, c'est 1 kg. D'accord? Donc grosso modo, la variation de quelque chose, c'est la quantité que vous avez rajoutée. D'accord? Donc grosso modo, vous avez un lien très net entre les deux, et tout ceci ne fonctionne que parce qu'on traite des grandeurs additives. D'accord? Sinon, au revoir, terminé, et ça s'arrête net. On est au clair là-dessus? Sur comment ça fonctionne, sur la notation infinitésimale. Ça, c'est extrêmement pratique. Il y a un dernier truc qui va m'intéresser, mais qui nous intéressera beaucoup plus l'année prochaine, l'année prochaine. Moi, je ne serai pas avec vous. Voilà. C'est une petite remarque. Comment je le fais? Ok. Imaginons que je veuille construire un volume. D'accord? Voilà. En fait, si on considère un volume infinitésimal. Alors là, il y a une grosse subtilité. On va imaginer un cube, d'accord? Ça, c'est mon truc total, ok? Imaginons que je veuille le construire par une somme de volumes infiniment petits. Vous êtes accrochés là?
C'est pas simple ce que je vais dire là. En fait, j'ai trois façons différentes de faire ça. Trois. Soit je le découpe en des lamelles infiniment petites. D'accord? Des espèces qui ça serait quasiment des rectangles. On est d'accord? Et puis j'additionne tout ça. Ok? Mais je peux aussi faire autre chose. Je peux dire par exemple, en fait, je vais le découper en poteaux infiniment petits. Donc cette fois, j'aurais réduit de façon infinie une dimension, et puis l'autre dimension. Ou je peux aussi dire que je vais le sommer par une somme de cubes infiniment petits. Donc là, j'aurais réduit, dans leur grandeur infinie, 3 dimensions. D'accord? Le résultat, à la fin, c'est pas le même. Parce qu'en fait, vous voyez que là, pour passer de delta x à ça, j'ai dû faire qu'une seule intégrale, parce que j'avais réduit qu'une seule dimension. Il s'avère que, par ailleurs, si je dois regonfler mes trucs dans les 3 dimensions, il va falloir en fait que je fasse combien d'intégrales? 3. D'accord? Si je prends un petit cube, je vais d'abord calculer zou, une espèce de tige comme ça, puis ensuite je vais faire jlam, ça me fera une espèce de rectangle comme ça, et ensuite je le tirerai comme ça, pour faire mon rectangle complet. Et je pourrais m'arrêter à n'importe quel moment du processus au début, d'accord? Et à chaque fois, ce sera un volume infinitésimal, mais qui n'aura pas exactement le même degré d'infinitésimalité, si on veut utiliser des mots compliqués à dire. Ouais, c'est possible. En général, non, parce qu'on vit dans un monde à 3 dimensions. Mais factuellement, en relativité, tu fais ça à 4 dimensions sans problème. Voilà, c'est ça. Alors, on va partir, d'accord? Donc, si je considère un volume infinitésimal qui est comme ça, d'accord? Donc, c'est un petit cube, d'accord? Et je vais me placer dans ce que vous allez appeler dans très peu de temps des coordonnées cartésiennes, mais que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les coordonnées d'espace x, y, z. C'est bon, tout le monde connaît ce truc-là. En fait, cette dimension-là, là, cette distance-là, c'est dx. Cette distance-là, ça va être dy. Et cette distance-là, ça va être dz. Si on lit ça, ce que ça veut dire, dx, c'est une quantité infinitésimale de longueur dans la direction x. dy, c'est une longueur infinitésimale dans la direction y. Et z, c'est une direction, enfin une longueur infinitésimale dans la direction z. On est au clair là-dessus? Voilà. Donc, ça, c'est une notation que vous utiliserez surtout l'année prochaine pour témoigner du fait que le volume, ce volume plus exactement, est un produit de 3 grandeurs infiniment petites et bien en fait on va lui donner une petite notation qui vous allez voir n'est pas extrêmement compliquée. On le note d puissance 3 v. Parce que ça vaut quoi, ce volume? Vous connaissez le volume d'un cube, je suppose? Enfin, c'est pas un cube, c'est un parallélépipède rectangle par ailleurs. Ouais. Ça fait dx soit dy fois dz. D'accord? Quand vous voyez que c'est le produit de 3D, et donc pour se souvenir que c'est un infiniment petit d'ordre 3, on lui met un petit 3 sur la tête. Ça, d'un point de vue pratique, pour l'instant, je ne vais pas aller trop loin, on est quand même qu'en septembre, d'accord? Ça veut dire que vous allez devoir faire une intégrale triple pour retomber sur une grandeur normale dans cette histoire. Alors, je vais juste terminer ce paragraphe par un peu de physique. Ça, c'est de la physique formelle. Et ça, c'est un truc important. Si vous avez un peu de culture en sciences, vous savez qu'en fait, ces trucs-là n'existent pas. Si je prends un objet, je ne peux pas le couper de façon infiniment petite. À un moment donné, je vais tomber sur les atomes, d'accord? Et les propriétés de la matière vont disparaître. On ne parle plus de la même chose, d'accord? Ça, en fait, c'est un atome grec, ce dont je parle là. C'est-à-dire un truc qui va être non seulement infiniment petit, mais qui va garder les propriétés de continuité de la matière d'où on part. D'accord? Autrement dit, c'est une abstraction qui fait que vous pouvez couper aussi petit que vous voulez, sans changer fondamentalement la nature de ce que vous êtes en train de couper. Vous savez, vous, que en fait la nature est constituée d'atomes, et que donc on ne peut pas faire ça. Il y a un stade où la physique change. On est d'accord? Ça porte un nom, ça s'appelle la physique mésoscopique. Cette espèce de prolongation
dans un monde, dans cette modélisation, dans un monde imaginaire, grosso modo, du monde macroscopique. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Donc en physique, la manipulation de ces objets. Alors ces objets, ça porte des noms en maths, ça s'appelle des différentiels. La manipulation de ces objets appelés différentiels procède d'une modélisation mésoscopique d'une modélisation où un système infiniment petit là on va avoir deux propriétés. Première propriété, il va garder les propriétés du système macroscopique associé, d'accord ? Gardera les propriétés du système d'origine. Alors, le système d'origine, il porte un nom. Vous avez déjà entendu ce mot, macroscopique ? Macroscopique, c'est ce que vous avez sous les yeux, hein, d'accord ? Oui. C'est les atomes à la fin. Tu ne gardes pas les mêmes propriétés. Toutes les propriétés. Sans aucune forme d'exception. Un atome, ça n'a pas de couleur, par exemple. Ça n'a pas de masse volumique, ça n'a pas de conductivité électrique, ça n'a rien de tout ça. Ça n'a pas de volume, un atome, tu ne veux pas avoir une masse volumique, quand même. Si tu veux, voilà. Enfin, globalement, toutes les propriétés macroscopiques disparaissent. Nous, on fait un lissage, d'accord ? Quand on regarde le monde, on fait un lissage en disant, voilà, en moyenne, ça va se passer comme ça. Mais dès que tu commences à découper, ça ne fonctionne plus. D'accord ? On est d'accord là-dessus ? C'est bon ? Deuxième propriété, et ça c'est hyper important, parce qu'on va pouvoir tricher avec ça. On va considérer que dans un système infiniment petit, en fait, il est tellement petit que rien ne peut varier à l'intérieur. Autrement dit, toutes les grandeurs qui sont non additives, justement tout le reste, la densité, la masse volumique, la vitesse, etc., sont des constantes. Et donc, ce qui est génial avec ce truc-là, c'est que vous allez pouvoir faire des calculs avec toutes les formules de proportionnalité en partie que vous avez apprises en CM2, en 6e, en 5e, en 4e, toutes les formules simples. Par exemple, vous avez appris un jour que la vitesse, c'était le rapport entre la distance parcourue et le temps. D'accord ? Vous savez que ça, c'est faux. C'est que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Mais en fait, si vous dites, ah oui, mais en fait, si je prends un intervalle de temps tellement petit et infiniment petit, la vitesse, dans cet intervalle de temps-là, elle ne change pas. Et donc, je vais pouvoir faire un rapport et je vais dire que V, c'est dx sur dt. La variation de la position divisée par, grosso modo, la distance parcourue divisée par la durée. Et on retrouve le fait que c'est la dérivée. On est au clair là-dessus ? Ça, c'est important. Deuxième chose, être tellement petit. De système ou un système infiniment petit. Garde ça. Et est tellement, je sais que je répète petit, mais c'est pas grave, que les grandeurs non additives, pour l'instant je dis non additives, après ce sera les grandeurs intensives, c'est comme ça que ça s'appelle, sont uniformes ou constantes. D'accord ? Et avec ça, vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le sujet, quoique je pourrais faire quelques trucs de maths, quoi, tant que j'y suis. Allez, ce serait pas dégueu. Ah si, tiens, ça peut être marrant. On va faire ça comme ça. Ouais, je le fais direct. Allez, ça m'évitera de recoller une couche après, vous aurez tout là. D'accord. On a enfin les résultats voilà. Donc, alors, j'ai parlé de mésoscopique ou pas encore. D'accord. Voilà, non, bah, il faut que je le fasse. Voilà. Donc,
Ce modèle est alors dit mésoscopique. Ce terme est un très mauvais terme. Mésoscopique, ça veut dire échelle intermédiaire. D'accord ? Or, ce n'est pas vrai. Le mésoscopique n'est pas une échelle intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique. D'accord ? Le mésoscopique est une prolongation du macroscopique en ayant oublié que le microscopique existe. Ou en supposant que le microscopique est à taille rigoureusement nulle. Comme vous voulez. D'accord ? En gros, vous avez coupé un truc en termes infiniment petits et vous n'avez jamais croisé les atomes de votre vie. D'accord ? Donc c'est pas le bon, c'est pas un bon terme mésoscopique pour ça. D'accord ? Mais c'est comme ça qu'on dit. On est au clair là-dessus ? Voilà. Je termine là-dessus. On a enfin quelques propriétés de calcul. Voilà. Que je vais vous donner, comme ça ce sera fait. Première propriété de calcul, la différentielle d'une somme, autrement dit la variation de x du x plus y. Alors ça c'est hyper simple à comprendre. Alors déjà il faut que x et y soient de même dimension, hein. On est d'accord, sinon ça ne marche pas. Donc là je vais prendre un exemple de masse par exemple, hein, d'accord. Si vous avez deux systèmes, un de masse x et l'autre de masse y, et bien en fait la variation de la masse totale, c'est-à-dire la somme des deux, c'est de combien a varié la masse de x et de combien a varié la masse de y. Donc ça c'est dx plus dy. D'accord ? Autrement dit, ça se passe bien. Si lambda est une constante, eh bien la différentielle de lambda x, c'est égal à lambda fois la différentielle de x. Autrement dit, si vous avez un truc de 1 kg et que vous le faites varier de 10 grammes par exemple, d'accord ? Eh bien en fait, si vous avez un truc de 20 kg, vous allez donc multiplier votre système initial par 20, et bien si vous voulez avoir la variation totale, c'est 20 fois la variation de chacun des sous-systèmes. D'accord ? C'est pour aider de la liquidité standard. Ça rappelle rien ces formules-là ? Ça ressemblait beaucoup à la dérivée quand même, cette histoire. En fait, ça s'appelle la différenciation. Une différenciation, c'est comme une dérivée, mais vous avez oublié la variable. Et donc ça, la grandeur, la différentielle du produit, c'est donc égal à quoi ? Ouais. C'est ça la formule de la dérivation d'un produit ? Non. Exactement, donc là ce sera tout simplement x facteur de dy, enfin, ouais, moi je vais faire ça, x facteur de dy plus y facteur de dx. D'accord ? Ce qui est tout à fait normal, c'est la même formule que ça, mais appliquée deux fois. Autrement dit, si vous avez un produit de deux trucs, si vous faites varier x fois ce truc-là, ça variera de x fois dy. Et si au contraire, vous faites varier y, c'est dans l'autre sens. Enfin voilà, d'accord ? C'est cette formule-là appliquée deux fois. Okay. De ceci, il me reste un truc à faire qui est celui-là. Ouais. Ouais. Donc, ouais, je vais y dx moins x dy sur y carré, tout à fait. D'accord. Formule de dérivation, enfin, différenciation standard. D'accord. Donc en gros, vous savez différencier déjà. C'est juste une dérivée, sauf qu'il manque des trucs par en dessous. Petite remarque, bon, j'ai pris x et y, juste histoire de vous habituer au fait que ça peut être des grandeurs. Mais si je divise tout par dt, je retrouve exactement les formules de dérivation par rapport au temps. D'accord ? C'est les mêmes à chaque fois, j'aurai y fois la dérivée à chaque fois. Et la dernière formule que vous allez utiliser tout le temps l'année prochaine, mais comme ça elle sera quelque part, si f est une fonction, enfin non, est une fonction de comme ça. Si f est une fonction de x, alors si x varie de dx, tout le monde comprend ce que ça veut dire, si x varie de dx, tout le monde dit vous avez une valeur de x, puis vous lui rajoutez une toute petite valeur, d'accord ? Autrement dit, quelle sera la valeur finale de x ?
Ouais. Ce sera x plus dx, on est d'accord? Partez de x, vous rajoutez des x, d'accord? On a, alors, on va le faire dans le détail, la variation infinitésimale de f, ce sera d'une part, d'accord? Donc ça, c'est la variation de f associée à cette variation de x, on est d'accord? Vu que c'est une variation, c'est tout simplement la valeur finale moins la valeur initiale. On est d'accord avec ça? Oui. Donc c'est f de x plus dx. On est d'accord que c'est la valeur finale de f. Moins la valeur initiale qui était quoi? Ouais. F de x. Moins f de x. Mais comment on fait pour calculer la variation d'une fonction? Ouais. En fait, en gros, ça veut dire quoi? Je sais qu'on en reparlera largement demain, mais là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Ça veut dire quoi, par exemple, que la dérivée d'une fonction... Je t'écoute, vas-y. Il y a plus que le signe, en fait. Bien sûr, vous savez que si une fonction est croissante ou décroissante, si sa dérivée est positive ou négative, mais il y a plus que ça. Ça veut dire quoi que la dérivée d'une fonction, elle vaut 5, par exemple? Ça, en fait, c'est marrant à quel point c'est une vision compliquée du problème. Ça veut dire qu'en fait, vous connaissez vos définitions. Vous savez que la dérivée, c'est la variation, la limite du taux d'accroissement. Mais vous n'avez pas compris c'était que le taux d'accroissement. Ça veut dire quoi? Je répète ma question. Hein. C'est hyper important, ça. On en reparlera demain, mais pour le coup, je commence à semer des graines. Ça veut dire quoi? Que la dérivée... Si je dis, par exemple, que f' de x, ça vaut 5, ça veut dire quoi? Physiquement. Je t'écoute. Non. C'est un point donné. Mais ça serait coefficient de vecteur de je t'écoute. Non, 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 alors attendez. Que la dérivée en un point donné, ça vaut 5, d'accord? Pas dit que ça vaut tout le temps 5. Hein. Juste là, ça vaut 5. 5 ou n'importe quelle valeur, je m'en fous, mais... C'est si on prolonge la fonction d'une manière linéaire, Ouais, mais donc 5, ça n'a aucun intérêt. Ça, si tu avais posé la même question avec 2, tu veux que tu me donnes la même réponse, tu vois? Ouais. Sur un intervalle de 1, notre fonction de base, elle augmente de 5. Exactement. Ça signifie que... Alors, sur un intervalle 1, ça sera peut-être un peu grand, mais ça signifie, si vous avez que la dérivée d'une fonction en un point, ça vaut 5, ça signifie que si vous faites une petite variation de votre variable, alors votre fonction, elle augmente de 5 fois ça. D'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est ça le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est la variation de la fonction divisée par la variation de la variable. D'accord? Et c'est pour ça que plus la dérivée est grande, plus votre fonction, elle monte. On est d'accord? Il n'y a pas que le signe. Bien sûr, vous êtes habitué à utiliser le signe, mais c'est pas uniquement... Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que 0, bah, c'est tout plat. Parce que 0, ça veut dire que si votre variable augmente, et ben votre fonction, elle varie de 0 fois cette variation. Autrement dit, d'accord? On est au clair là-dessus? Et donc, en gros, df, ça vaut tout simplement la dérivée de f, d'accord, multipliée par dx. La valeur du nombre dérivé multipliée par la variable, par la variation de ça. Petite remarque, et c'est pour ça que les physiciens adorent ce genre de notation, parce qu'en fait, ça, ce théorème-là, je vous l'ai déjà donné. Parce qu'en fait, en vrai, je vous ai dit que la dérivée s'écrivait comment en physique? df sur dx, on est d'accord? Mais si j'écris df sur dx fois dx, ça fait df ça? D'accord? Alors, petite remarque, les subtilités mathématiques pour passer d'un opérateur qui est la dérivation à un rapport et simplifier comme des brutasses sont extrêmement compliquées, mais ça marche. Hyper bien, d'accord? Voilà. Donc tout ceci pour vous rappeler que la dérivée, ça fonctionne comme ça. Mais comme je vais utiliser très régulièrement ce genre de notation différentielle, il faut à un moment donné que vous compreniez ce que ça veut dire, d'accord? Physiquement, ce qu'il faut que vous reteniez de ce truc-là, c'est que d machin peut être lu de deux façons différentes, soit la quantité infinitésimale de machin, soit la variation infinitésimale de machin. D'accord? En tout état de cause, c'est une limite, d'accord, d'un truc qui tend vers une grandeur infiniment petite. Une durée infiniment petite, une longueur infiniment petite, une quantité de charge infiniment petite, une masse infiniment petite, etc., etc. Et pourquoi on utilise ça? À cause de ça. Parce qu'on va pouvoir faire des rapports plutôt que de faire des lois compliquées.
On est d'accord là-dessus? C'est bon? Fin de l'interlude, on va pouvoir commencer à faire de l'électrocinétique. Je t'écoute. Bah, en fait, si quand tu augmentes x, f diminue, ta dérivée est négative. Je rappelle que si la variation de quelque chose est négative, ça signifie qu'il a diminué. Ce truc-là marche vraiment bien, hein, ça vous raconte... Je trouve, sincèrement, il y a plein de trucs en maths qui sont super bien, mais la notation prime masque toute la réalité du problème. Là, on voit vraiment ce qui se passe. Enfin, t'as un truc qui bouge dans un sens et dans l'autre. On en reparlera demain, de toute façon, avec la moitié d'entre vous, et la semaine prochaine avec l'autre moitié. Sur la dérivée, je referai un cours complet, mais au moins j'ai ça pour m'appuyer dessus.